Donc ça y est, tu es prêt. Ah, je suis prêt, oui. Voilà, pour les étudiants, le docteur Layada, le célèbre docteur Layada. Je sais qu'il a beaucoup de fans. Donc, docteur Layada, tu as la parole. Bon courage. Merci, Jamal. Merci. Désolé pour ce contretemps en raison des problèmes d'ordre technique. Tout d'abord, dans ce contexte Corona, je vous dis qu'il faut du courage, il faut de la persévérance, il faut du sérieux. On essaiera, dans la mesure du possible, d'assurer la continuité des cours et au niveau des différents services, d'assurer un minimum de prise en charge. Et en ce qui concerne les stages pratiques, on va essayer d'optimiser la chose tout en espérant, Inch'Allah, que Corona nous quittera d'ici quelques semaines. Donc, le cours qui m'a été donné, c'est brûlure du tractus digestif supérieur. Alors, on y va. D'abord, c'est quoi un produit caustique? C'est un produit chimique susceptible d'entraîner des lésions tissulaires au niveau de son lieu d'application. Les brûlures caustiques du tractus digestif supérieur sont l'ensemble des lésions secondaires à la prise, qu'elles soient accidentelles ou volontaires, d'un produit caustique. Ça intéresse le tractus digestif supérieur, mais également, bien évidemment, la sphère ORL, puisque le caustique va passer par la sphère ORL et par contiguïté, l'arbre respiratoire. Et l'arbre respiratoire peut être atteint de deux façons. Soit il y a un produit qui est inhalé, qui va léser directement l'arbre respiratoire, soit c'est la destruction de la paroi œsophagienne qui va faire étendre les lésions vers l'arbre respiratoire. C'est un accident qui, malheureusement, reste fréquent. Il s'agit d'une urgence diagnostique et thérapeutique. Et qui dit urgence dit que le malade dépend de la prise en charge initiale, de celui qui l'a reçu en premier. L'endoscopie digestive haute et l'examen jusque-là clé, mais ça a changé, je vais vous dire pourquoi. Ça permet un bilan lésionnel initial et ça permet de définir l'attitude thérapeutique. Du moins, ce qui est classique, ça c'est l'approche classique. Je vais nuancer cette approche en fonction des nouvelles recommandations qu'on va développer un peu plus loin. Le pronostic à court terme est engagé parce que quand il y a des lésions sévères, c'est le pronostic vital du patient qui est engagé. À long terme, si le patient survit à long terme, c'est le pronostic fonctionnel. On considère que les brûlures caustiques représentent un état précancéreux. Et un état précancéreux, c'est un état qui augmente la probabilité d'avoir un cancer sur le plan statistique. La prise en charge, là je le souligne et je vais finir avec ça, elle doit être pluridisciplinaire en milieu spécialisé et pas comme on fait en pratique. En principe, le malade est reçu en milieu spécialisé et les différents protagonistes, on va voir, se déplacent pour voir le malade et non pas l'inverse. Nous, ce qu'on reçoit en pratique, c'est le malade qui est adressé vers les différents services pour faire les bilans lésionnels. Quels sont les produits caustiques? On peut les séparer schématiquement en bases, les acides et les autres. Pour les bases, utilisées comme déboucheurs de tuyaux ou nettoyants de four, et chez nous, l'olivette. L'olivette est un véritable produit caustique, il est assez fréquent. Ça entraîne quoi? Une base, ça entraîne une liquéfaction des graisses. Et vous savez que la bicouche lipidique de la membrane cellulaire va interagir avec la base, ça va entraîner une réaction de saponification des graisses et donc une nécrose de liquéfaction. Cette destruction de la paroi va entraîner une diffusion vers le médiastin du produit caustique et donc une atteinte de l'arbre respiratoire qui est assez fréquente.
le caractère visqueux de ces produits caustiques explique que l'atteinte généralement de l'œsophage est plus importante par rapport à l'atteinte de l'estomac. Contrairement aux acides, l'acide, on en a deux en pratique. L'acide chlorhydrique, c'est l'esprit de sel, et l'acide sulfurique, c'est l'acide de batterie. Les acides entraînent une coagulation des protéines membranaires, ce qui va, du moins pour les petites quantités, limiter la pénétration du caustique vers les plans profonds. Leur caractère liquide implique un passage rapide de l'œsophage et ça va stagner, ça va entraîner un spasme du pylore. Cette stagnation dans l'estomac va entraîner des lésions gastriques classiquement plus importantes par rapport aux lésions œsophagiennes. Les autres, c'est d'abord les oxydants. L'eau de Javel. Il faut savoir que dans votre pratique future, s'il vous plaît, l'eau de Javel diluée n'est pas un produit caustique. L'eau de Javel diluée, et j'ai mis en gras dilué, parce que contrairement à l'eau de Javel diluée, l'eau de Javel concentrée en berlingot est un véritable caustique et ça va donner des lésions qui restent évolutives sur plusieurs jours. Mais l'atteinte la plus fréquente dans votre pratique future, c'est l'eau de Javel diluée. Ce n'est pas la peine d'être alarmiste et ce n'est pas la peine de dire aux parents il faut faire une endoscopie d'urgence, il faut rassurer les parents, faire un examen et renvoyer le malade chez lui. L'eau oxygénée qui a été utilisée à l'époque pour ramollir les fécalums, bien sûr, pour nettoyer les plaies, c'est abandonné parce que ça entraîne une nécrose tissulaire. Une particularité du permanganate de potassium en comprimé. Vous savez que le permanganate de potassium est un antiseptique et qui est plus rarement utilisé. On le dilue dans l'eau et on nettoie avec. Si on donne des comprimés et on n'explique pas la façon de prendre le comprimé, un comprimé, ça se prend par la bouche. Et donc, si le malade va comprendre qu'il doit prendre le comprimé par la bouche, ça va bien sûr creuser dans l'estomac et entraîner des perforations. Quels sont les facteurs de sévérité? Les facteurs de sévérité, bien sûr, l'étendue des lésions, il dépend de plusieurs facteurs. On a vu la nature du produit caustique, acide, base, oxydant, autre, de sa forme, liquide, solide, visqueuse, volatile, et bien évidemment de la quantité de produit caustique prise et de la concentration de ce produit caustique. Le terrain, quand on a affaire à un enfant, généralement, l'atteinte, l'ingestion est accidentelle. Et donc, généralement, l'enfant ingère des petites quantités, ce qui implique des lésions moins sévères, du moins par rapport à celles de l'adulte, mais parfois, on a affaire à des lésions quand même, si le caustique est concentré, on peut avoir affaire à des lésions sévères. L'adulte, par contre, c'est souvent une ingestion volontaire. Et lorsqu'on passe à l'acte suicidaire, c'est qu'il y a une affection psychiatrique grave. Malheureusement, en pratique, on oublie le psychiatre dans cette circonstance et à mon sens, c'est une faute médicale grave de prendre le patient sur le plan des lésions engendrées par le produit caustique et de ne pas penser d'emblée à une prise en charge adéquate sur le plan psychiatrique. Donc, généralement, dans ce contexte, les quantités prises sont importantes et ça entraîne des lésions sévères. Quelle est la prise en charge initiale? D'abord, il faut éviter les manœuvres intempestives. Il faut éviter de faire des bêtises. Faire des bêtises, ça veut dire quoi? Ne pas faire vomir. Le caustique, au premier passage, induit des lésions, fragilise la paroi. Et si on fait vomir, ça va faire un retour et ça va entraîner des dégâts sur une muqueuse altérée. Ne pas mettre une sonde nasogastrique à l'aveugle parce qu'on peut facilement perforer en cas de lésion sévère. Faire un lavage gastrique n'a aucun sens
parce qu'il ne faut pas confondre caustique et toxique. Et donc, le lavage va entraîner des vomissements et ça va aggraver les lésions et augmenter le risque d'inhalation. Et puis, classiquement, il n'y a pas d'antidote. On ne peut pas neutraliser un acide fort ou une base forte. Et donc, on me dit classiquement, qu'est-ce qu'on fait? Il ne faut pas se sentir obligé de faire quelque chose, sinon ça va entraîner à faire des bêtises. Il faut interroger l'heure, les circonstances de prise de caustique, parce que si on a une notion de prise de caustique dans un but d'autolyse, c'est-à-dire de suicide, il y a cette prise en charge psychiatrique qui doit être faite dans les plus brefs délais, le type de caustique, la quantité et la notion de prise de psychotrope. Cette notion de prise de psychotrope est importante parce que si le patient a des troubles de la conscience, il faut savoir est-ce que ces troubles de la conscience sont en rapport avec la prise de psychotrope ou en rapport avec des lésions sévères. Il faut examiner le patient, bien sûr, l'état hémodynamique, un examen digestif, si l'abdomen est tout à fait souple, s'il se déprime bien, c'est qu'il n'y a pas d'irritation péritonéale, il n'y a pas de perforation. L'examen ORL succinct, l'examen pleuropulmonaire et un examen neurologique. Et au terme de cette étape clinique, bien sûr, on va indiquer des examens complémentaires. Dans les cas sévères, on ne fait plus, ça ne sert strictement à rien de faire l'abdomen sans préparation et la radiographie pulmonaire. C'était fait, on fait d'emblée une TDM que je vais développer un peu plus loin. Bien sûr, le bilan biologique, quand il y a dans les formes sévères une défaillance viscérale, le bilan rénal, les gaz du sang et le bilan de coagulopathie intravasculaire disséminée. En pratique, première situation, on reçoit un malade qui fait d'emblée des complications. La première urgence à juguler, c'est l'urgence respiratoire. Le patient, s'il a une détresse respiratoire, s'il est dyspnéique, c'est généralement avec de l'œdème laryngé, en rapport avec un œdème laryngé. À ce moment-là, il faut mettre des corticoïdes à forte dose. Si ça échoue, il faut une intubation. Attention, l'intubation doit être faite sous contrôle endoscopique parce qu'envoyer une sonde à l'aveugle, il y a un très haut risque de perforation. D'ailleurs, cette intubation, en pratique, elle est très difficile à réaliser. En cas d'échec de cette intubation ou d'impossibilité de la faire, il faut d'emblée faire une trachéotomie. Lever l'urgence respiratoire. Si mon malade est en état de choc et je mets en route les mesures de réanimation, s'il n'y a pas de réponse, ça veut dire qu'il y a de la nécrose étendue, c'est la chirurgie. Malheureusement, dans ce contexte, la mortalité est très élevée. De même que s'il y a des troubles neurologiques, de l'agitation, de la confusion mentale, en dehors bien évidemment de la prise de psychotropes, s'il y a de l'acidose métabolique, s'il y a une défaillance rénale, c'est la chirurgie. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a une nécrose qui a détruit la paroi. En cas de perforation, cette perforation est suspectée dans l'étage thoracique devant des douleurs rétrosternales, dans l'étage abdominal devant une défense, une contracture. Dans ce contexte, il faut d'emblée faire un scanner injecté, avec injection. Ça, c'est des images classiques qu'on fait pratiquement plus si on dispose du scanner. Vous voyez ici une clarté paramédiastinale, c'est un pneumomédiastin. Là, également, un autre pneumomédiastin. Là, c'est ce que vous voyez là, un pneumopéritoine. Et là, en décubitus latéral, si le malade ne peut pas se mettre en position debout. Actuellement, tout ça doit être remplacé d'emblée par un scanner. Parce que le scanner, c'est l'examen de référence à faire en première intention. J'ai mis un point d'interrogation. Il faut, attention, ce scanner-là doit obéir à des règles. Il y a quelques jours, même pas une semaine, j'ai reçu un malade caustique, acide chlorhydrique, un grand verre d'eau, jeune patient,
dans un but d'autolyse, il a consulté aux urgences, 1 heure après, on lui fait un scanner injecté. Attention, 1 heure, vous allez obligatoirement sous-estimer les lésions. La cinétique des lésions, les lésions sont maximales la 6e heure. Ça veut dire que si vous faites un scanner trop précoce, attention, il ne reflète pas la gravité. Il faut surveiller le patient. J'ai reçu le patient après 7 heures et en endoscopie, alors que le scanner était rassurant, entre guillemets, j'ai fait une endoscopie et j'ai retrouvé une nécrose étendue de l'œsophage et de l'estomac. Ça veut dire, première règle, respecter le timing. Deuxième règle, pour apprécier l'étendue de la nécrose, il faut faire un scanner avec injection de produits de contraste. Pourquoi le scanner est intéressant? Dans les recommandations actuelles, on ne fait plus dans les formes graves, on ne fait plus l'endoscopie en première intention, on fait le scanner en première intention. Pourquoi? Parce que le scanner peut identifier la nécrose et contrairement à l'endoscopie, il peut vous donner une idée sur l'extension en profondeur. Je vais vous montrer des images. En endoscopie, on voit ce qui est superficiel et je vais développer ce point au fur et à mesure. Je sais que j'ai été rapide à ça. Voilà. Deuxième situation. Il n'y a pas de complication. C'est-à-dire, l'abdomen est souple, il n'y a pas de suspicion de perforation à l'étage, ni à l'étage thoracique, ni à l'étage abdominal. À ce moment-là, je vais faire une endoscopie digestive haute. Cette endoscopie est systématique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de parallélisme entre la gravité des lésions de la sphère ORL et les lésions digestives. Ce qui est assez logique, si je veux mettre fin à mes jours, bon, ce n'est pas le cas, rassurez-vous, je prends le caustique, je rassemble, bien sûr, je dois y mettre de la volonté de me suicider, et puis j'avale d'emblée. Ça passe directement dans l'œsophage et ça donne des dégâts énormes au niveau du tube digestif, alors que finalement, les lésions ORL ne sont pas importantes. À l'inverse, si je prends un produit caustique de façon accidentelle, je mets dans ma bouche, ça me brûle, je rejette. Et donc, j'avale une petite quantité. Donc, les lésions ORL seront importantes, alors que, à mon agréable surprise, quand je fais l'endoscopie, je retrouve des lésions peu sévères. Et donc, cette absence de parallélisme fait que l'endoscopie digestive haute est un examen obligatoire. Les priorités, on va voir en fonction de la gravité. S'il s'agit des lésions graves d'emblée, c'est le scanner d'emblée. L'intérêt de cette endoscopie diagnostique, elle va permettre de classer les lésions, ça vous donne une cartographie des lésions et en fonction des données de cette endoscopie, on va bien sûr définir les indications thérapeutiques. Je rappelle une deuxième fois que l'eau de Javel diluée, en absence de symptômes ou quand il y a peu de symptômes, quelques petites brûlures, n'est pas considéré comme un produit caustique. Ce n'est pas la peine de demander l'endoscopie digestive haute. Rassurez, renvoyez le malade chez lui. Et je parle ici de l'eau de Javel diluée et non pas de l'eau de Javel concentrée. Bien sûr, l'endoscopie est contre-indiquée en cas de perforation. Bien sûr, en cas d'irritation péritoniale, votre main palpe, il y a de la défense ou de la contracture abdominale. Quand vous suspectez une atteinte médiastinale, une médiastinite, quand il y a une nécrose de l'hypopharynx ou de l'épiglotte, devant une détresse respiratoire, un état de choc non contrôlé, chez un malade qui est inconscient, non intubé. Ça, c'est les contre-indications à l'endoscopie. Ce n'est pas la peine d'envoyer le malade en endoscopie s'il y a un de ces items-là. À quel moment faut-il la faire? J'ai parlé du moment, que ce soit l'endoscopie ou le scanner. Si vous la faites trop tôt, vous allez bien sûr identifier des lésions et puis vous allez définir une attitude thérapeutique qui est basée sur du faux. Parce que si vous la faites trop tôt, comme c'est le cas
du fameux patient d'il y a quelques jours, le scanner fait trop tôt va sous-estimer les lésions. Et si les lésions sont sous-estimées, on va être rassuré alors qu'on va voir le malade s'aggraver dans les heures qui suivent. Trop tard, ça rend l'examen difficile avec beaucoup d'œdème, la paroi est fragile, il y a un risque de perforation. Et bien sûr, vous imaginez un peu, ça veut dire quoi trop tôt et ça veut dire quoi trop tard? Eh bien, ça veut dire trop tôt, c'est moins de 6 heures, trop tard, c'est plus de 24 heures. Donc, l'examen endoscopique doit être fait entre 6 et 24 heures. Et vous me dites, et si jamais je reçois le malade au bout de 2 heures? Si vous faites cette endoscopie et qu'elle retrouve déjà des lésions graves, c'est grave. Mais si elle ne retrouve pas des lésions graves, dites-vous bien que vous risquez de sous-estimer les lésions et donc vous devez la refaire quelques heures plus tard. Il y a une classification endoscopique, de même qu'il y a actuellement une classification scanographique. Le stade 1, c'est l'érythème et les pétéchies. Le stade 2, c'est ce que vous voyez ici en blanc, c'est des ulcérations avec une muqueuse qui est œdémaciée, avec des hémorragies par endroits. Ça, les ulcérations, ça atteint toute la circonférence. Et ce que vous voyez en noir ici, c'est la nécrose. Ça, c'est le pylore, c'est-à-dire là, on est dans l'estomac. Et là, le noir est diffus. Et donc, le stade 2, c'est la perte de substance. Le stade 3, c'est la nécrose. Quand cette nécrose est localisée, c'est le 3A. Quand cette nécrose est diffuse, c'est le 3B. Quand ces ulcérations sont localisées, c'est 2A. Quand ces ulcérations sont diffuses, c'est le 2B. Quand il n'y a ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni ulcération ni nécrose, avec de l'érythème, des pétéchies, c'est le stade 1. Quand c'est normal, c'est un stade 0. Alors, cette classification, bien sûr, quand il s'agit d'une nécrose, la problématique, c'est qu'en endoscopie, on voit la partie superficielle. Et vous savez que dans une paroi, il y a des couches muqueuses, sous-muqueuses, musculeuses pour l'œsophage, on rajoute la séreuse pour l'estomac. Mais moi, quand je vois la nécrose, je ne peux pas vous dire est-ce que cette nécrose atteint toute la paroi ou est-ce que cette nécrose est superficielle. Ça, je ne peux pas le dire. Même si j'ai quelques éléments d'orientation, si j'ai un œsophage qui se contracte bien ou un estomac qui se contracte bien, ça veut dire que la musculeuse n'est pas atteinte puisqu'il y a des contractions. Mais ça reste un petit peu subjectif. À l'inverse, si l'œsophage ou l'estomac ne bouge pas, ça témoigne d'une atteinte de la musculeuse. Ce n'est pas la peine de faire de la gymnastique d'esprit, puisque quand il y a de la nécrose étendue, c'est le scanner qui répondra de façon fiable à cette question. Le scanner avec injection de produits de contraste, il est capable de vous dire qu'il y a une nécrose, il est capable de vous dire si cette nécrose est superficielle, si cette nécrose est profonde. Il est également capable de vous dire s'il y a une perforation, il peut vous retrouver les stigmates de perforation. C'est pour vous dire que dans les cas sévères, actuellement, c'est le scanner injecté. Il y a une deuxième classification de Zargar, ce n'est pas la peine de retenir tout ça, œdème, érythème, là, pour le 2, à friabilité, hémorragie, fausse membrane, etc. Ce n'est pas la peine de retenir 1000 classifications. En endoscopie, on peut voir, là, vous voyez les cordes vocales, les deux sinus piriformes, et vous voyez là, en blanc, une ulcération étendue en carte de géographie, avec de l'œdème des deux sinus piriformes, c'est bien gonflé, alors que ça, c'est un aspect tout à fait normal. Donc, en endoscopie, on peut également faire un examen oral. Les lésions de l'œsophage, voilà ce qu'on peut voir, un érythème diffus. Ce que vous voyez là, c'est des ulcérations qui restent superficielles, mais qui sont circonférentielles. Là, je vais quand même classer stade 2B. Là, vous voyez qu'il y a de l'hémorragie, de la friabilité, avec des ulcérations circonférentielles.
Là, c'est un stade 2B. Ah, la nécrose. Ce que vous voyez là, c'est de la nécrose, l'aspect grisonnant, l'aspect noir, ça, c'est de la nécrose, de l'œsophage, par exemple. Les limites de l'endoscopie, je vous rappelle encore une fois que ça échoue pour préciser l'extension pariétale. Et donc, si je dis qu'il y a une nécrose étendue, Dr Tedris, qui m'écoute, non, qui n'est plus là, mais ça veut dire que je vais envoyer en chirurgie. Mais si je me contente de cette endoscopie, l'œsophagectomie sera faite par excès dans au moins 15% des cas. Vous imaginez, vous enlevez l'œsophage alors que finalement, vous pouviez préserver cet œsophage. C'est pour ça, devant une nécrose étendue, on ne va pas passer à la chirurgie avant d'avoir une TDM avec injection du produit de contraste. Bon, la mobilité, j'ai déjà commenté ça. Voilà ce que vous voyez en blanc, c'est des ulcérations étendues. Ça, c'est des stades 2B gastriques. Même si vous voyez des petits spots sombres, là, c'est du sang qui a subi l'acidité gastrique et non pas de la nécrose. Cet aspect boursouflé, etc., ça, c'est des lésions induites par le caustique. Voilà une nécrose de l'estomac. De même, si vous avez une nécrose comme ça, je ne peux pas dire en endoscopie, est-ce que cette nécrose est superficielle ou profonde? Je dois m'appuyer sur un bon scanner avec injection de produits de contraste. Donc, retenez quand même que la nécrose égale scanner avec injection de produits de contraste. Je reçois un malade qui a des signes de sévérité, je fais un scanner d'emblée, un scanner avec injection analysé avec rigueur par le radiologue, un radiologue qui sait qu'est-ce qu'il doit chercher et qui est méticuleux parce que l'attitude thérapeutique d'urgence va dépendre de son compte rendu. Pourquoi on classe? Finalement, cette classification elle nous permet d'avoir une idée sur l'évolution. Alors, si on a un 2B, ça veut dire que si les ulcérations sont circonférentielles, eh bien, vous savez que l'inflammation chronique se termine par de la fibrose, se caractérise par de la fibrose. Et donc, plus les ulcérations sont diffuses, plus quand ça cicatrise, ça va induire une rétraction de l'organe, c'est-à-dire soit de l'œsophage, soit de l'estomac, soit des deux d'ailleurs. Et ça va entraîner une sténose. Donc, c'est ça l'évolution. Quand on a de la nécrose, quand cette nécrose est localisée ou diffuse, le risque majeur, c'est d'abord la perforation. Ça peut perforer, puisque la nécrose, quand ça atteint la paroi, ça va faire un trou. Et ça peut, bien sûr, induire une défaillance métabolique. Et donc, cette classification sur le plan du pronostic, pour les stades 0, 1, 2A, c'est des stades de bon pronostic. D'ailleurs, on peut les prendre en charge en ambulatoire. Pour les stades 2B, 3A, c'est surtout le risque de sténose qui est plus élevé pour l'œsophage, puisqu'on est plus à l'étroit par rapport à l'estomac. Et bien sûr, notamment pour les stades 3A, où quand ces ulcères sont creusants, c'est le risque de perforation. Et donc, pour ces stades-là, le malade doit être impérativement hospitalisé dans une structure adéquate pour être surveillé. Et dès lors, le chirurgien doit être alerté. Et dès qu'il y a une complication, on doit le prendre en charge chirurgicalement. En attendant, bien sûr, on est en situation d'hypercatabolisme. On doit adopter une stratégie nutritionnelle que je vais développer un peu plus loin. Pour les stades 3B, eh ben, quand il y a de la nécrose diffuse, la morbidité et la mortalité est très élevée. Et donc, pour les stades 3B, je dois prendre très rapidement la bonne décision. Ma bonne décision s'appuie sur un scanner injecté. On va voir. Voilà. Par exemple, là, qu'est-ce que vous voyez? Ça, c'est l'œsophage, ça, c'est l'estomac. Alors, vous pouvez répondre,
sur l'icône questions-réponses. Vous répondez, s'il vous plaît. Là, à gauche, c'est l'œsophage. À droite, c'est l'estomac. Je n'ai pas vos réponses là. Hein. Là, comment vous classez là? Ah, là, j'ai des réponses. Là, j'aime bien. Voilà. On visualise l'atteinte pariétale par l'échoendoscopie. Oui, mais le scanner, l'échoendoscopie, c'est un examen. Le tube, c'est un gros tube. Il y a risque de perforation. Hein. C'est vrai que ça a été fait. Il y a des études sur ça. Mais l'échoendoscopie n'a pas de place. C'est le scanner. C'est le scanner. Donc, TDM, oui. Dans les cas graves, TDM, première intention. La nécrose diffuse, d'accord. Donc, comment vous classez? 3B, bravo. Scanner, OK. Nécrose étendue, scanner. Scanner rajouté avec injection de produits de contraste. Si vous ne faites pas d'injection de produits de contraste, le scanner non injecté peut retrouver un pneumopéritoine, etc., mais il ne pourra pas répondre de façon adéquate aux questions. Parce que là, la question, voilà. Conduite à tenir. Je vais rajouter, je suis d'accord, c'est une œsophagite et gastrite, stade 3B. Ça, c'est bien. Vous avez bien répondu, bravo. Et donc, ce qui se joue dans l'urgence, c'est d'enlever tout ce qui est nécrosé. Parce que tout ce qui est nécrosé, 1, il ne va pas y avoir restitution d'intégrante. 2, il va y avoir complications métaboliques, défaillance viscérale, décès du patient. Bien sûr, le risque est si cette nécrose n'est que superficielle. Je peux quand même jouer le coup du traitement conservateur. La réponse à cette question, c'est la TDM thoraco-abdominale avec injection de produits de contraste. Et là, si je décide d'enlever l'œsophage, ça va se jouer comment enlever cet œsophage, par quelle voie. Et pour répondre à cette question, je vais développer un peu plus loin, c'est de se dire, est-ce qu'il y a, si la paroi œsophagienne est détruite, est-ce qu'il y a une atteinte de l'arbre respiratoire ou pas? Et la façon de voir, est-ce qu'il y a une atteinte de l'arbre trachéobronchique ou pas, je dois faire une endoscopie bronchique. C'est-à-dire, finalement, pour les stades œsophagiens 3B, l'endoscopie bronchique est également obligatoire. Quels sont les 2 examens à faire impérativement? TDM thoraco-abdominal, endoscopie bronchique. Parce que si on confirme en faisant l'endoscopie bronchique, on est devant 2 situations. Soit cette endoscopie bronchique ne trouve pas de lésions ou peu de lésions. Ah, ça c'est mieux. Je ne dis pas que c'est bon, je dis que c'est mieux. Mieux pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le chirurgien pourra enlever l'œsophage sans ouvrir le thorax, c'est-à-dire faire une œsophagectomie à thorax fermé, c'est ce qu'on appelle le stripping. Je vais vous donner un schéma, et si jamais il y a une atteinte bronchique, malheureusement, si l'atteinte bronchique est sévère, je dois faire le bilan lésionnel visuel, on doit faire une thoracotomie droite et couvrir s'il y a une brèche. Et le taux de mortalité, il n'y a pas photo, il est très élevé si vous faites une thoracotomie, alors qu'il est relativement faible si vous évitez cette thoracotomie. Faire ou éviter la thoracotomie, ça dépend des données de cette endoscopie bronchique qui retrouve ou ne retrouve pas des lésions sévères. Voilà ce que ça veut dire le stripping. Ça veut dire qu'on fait une cervicotomie, on fait une laparotomie médiane, et à partir d'une sonde qu'on introduit par voie basse, on va tirer et enlever l'œsophage par voie abdominale. Enlever l'œsophage par voie abdominale, bien sûr, on fait une cervicostomie pour qu'il y ait écoulement de la salive, et enlever l'œsophage par voie abdominale sans exposer le médiastin à l'extérieur,
réduit cette mortalité. Vous allez me dire, notre cas, c'était une nécrose de l'œsophage qui a été enlevée ici par stripping et tout l'estomac a été enlevé. Vous allez me dire, mais comment le malade va se nourrir si on enlève l'œsophage et on enlève l'estomac? On fait une cervicostomie, on fait une jéjunostomie d'alimentation et puis plus tard, on va rétablir, on va voir la continuité digestive, on va voir comment. On va voir comment. Voilà. S'il y a une atteinte sévère, malheureusement, par exemple ici, il y avait une brèche au niveau de la trachée et cette brèche dans la trachée, on n'aurait pas pu la fermer, la couvrir, la protéger sans thoracotomie. À ce moment-là, bien sûr, là, il y avait, on la couvre comment? En mettant du muscle, en mettant un bout de poumon pour couvrir cette brèche. C'est pour vous dire que si l'œsophage est détruit, s'il y a des lésions trachéobronchiques, il faut faire une thoracotomie pour faire le bilan lésionnel et bien sûr couvrir une brèche si brèche il y a. La chirurgie en matière de caustique est difficile parce que d'abord, l'intubation est difficile et s'il y a estomac plein et s'il y a du produit caustique, bien sûr, vous imaginez les difficultés. Pour les autres stades, 0, 1, 2A, je rappelle que le 1, c'est érythème diffus. Le 2, c'est soit il y a une congestion, suffusion hémorragique, ulcération superficielle. À ce moment-là, c'est l'abstention. On peut reprendre l'alimentation orale, liquide, et dans ce contexte-là, et ne pas hospitaliser le patient. Bien évidemment, c'est une faute médicale de renvoyer le patient chez lui s'il a fait une tentative d'autolyse sans avis du psychiatre. Et ça, malheureusement, en pratique, c'est souvent oublié. Donc, retenez-le, s'il vous plaît, ne jamais oublier la prise en charge psychiatrique en cas d'ingestion volontaire. Pour les autres stades, pour les 2B, pour les 3A, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je dois hospitaliser le patient parce que durant l'hospitalisation, il peut faire une hémorragie, il peut faire une perforation secondaire, il peut faire une défaillance viscérale et je dois le nourrir et la question se pose parentérale, orale, c'est pas peine de retenir les corticoïdes, antibiotiques, etc. Ça, c'est des questions de spécialité. Eh bien, pour dire un mot sur la nutrition, il y a de l'inflammation diffuse. Donc, il y a des fuites plasmatiques sur les ulcérations. Il y a une fuite plasmatique d'électrolytes, de protéines, et on est en situation d'hypercatabolisme. Et donc, je dois adopter une nutrition hypercalorique avec les apports hydroélectrolytiques adéquats. Attention, il ne faut pas que je perde le patient à cause d'un trouble ionique parce que ça serait une faute médicale grave. Bien sûr, la voie orale, la voie entérale a un coût réduit. Je peux l'utiliser après 24-48 heures chez un patient stable, asymptomatique pour les 2A, voire les 2B, s'il ne vomit pas, s'il n'a pas de trouble de la déglutition. Sinon, la voie parentérale, je peux, bien sûr, par la voie parentérale, définir ce que je dois introduire, mais attention, la voie parentérale, la voie centrale, il y a un risque infectieux et bien sûr, ça coûte cher. Et bien sûr, en pratique, on va peser la balance voie orale, voie parentérale en fonction de la situation. Les complications secondaires, c'est les infections, c'est l'hémorragie, c'est la perforation secondaire et c'est les fistules. Si ça creuse à petit feu, ça peut donner un trajet de communication entre l'estomac et le côlon, l'estomac et le duodénum, l'œsophage et la trachée, l'œsophage et une branche, et exceptionnellement, l'œsophage et l'aorte. Ça, c'est des fistules qui se voient surtout pour l'eau de Javel concentrée. Et donc, autant, si je dis que l'eau de Javel diluée n'est pas un caustique, l'eau de Javel concentrée est un véritable caustique et donne des lésions qui restent évolutives. Et ces lésions-là sont pourvoyeuses de fistules. Pour les perforations secondaires, gastriques, bouchées ou en péritoine libre, ça sous-entend que vous devez examiner votre patient plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par jour,
et faire l'examen avec la rigueur de l'examen clinique que ça impose. L'algorithme décisionnel, pour résumer, pour le stade 1, c'est l'alimentation orale immédiate. On peut donner des inhibiteurs de la pompe à protons pour réduire l'acidité gastrique. Pour le 2A gastrique, ça rejoint le stade 1. Œsophagien, stratégie nutritionnelle, c'est généralement l'alimentation orale, hospitalisation. Et quand on a des lésions peu sévères, 2A, un petit 2B, un contrôle J8. Un contrôle J8, amélioration, je libère mon patient, ça persiste, je passe à l'autre algorithme. Encore une fois, ne pas oublier la consultation du psychiatre en cas de tentative d'autolyse. Pour les stades sévères, les 2B et les 3A, j'hospitalise, je surveille les complications secondaires, la stratégie nutritionnelle, la balance entre oral, parentéral, ça se discute en milieu de réanimation. Et il ne faut pas espérer que ça aille mieux dans 3 semaines. Et donc, le contrôle endoscopique n'est pas fait à J8, J10, mais il est fait à J21. Si ça s'améliore, je reprends l'alimentation orale. Si ça ne s'améliore pas, je ne peux pas poursuivre une nutrition parentérale plus de 21 jours parce que là, le risque infectieux est important. À ce moment-là, je vais opter soit par une jéjunostomie d'alimentation, on abouche le jéjunum à la peau et on nourrit le patient par la jéjunostomie, soit s'il y a un rétrécissement, j'engage déjà une dilatation faite précocement. Pour les stades 3B, les 3B, je vais d'emblée vers la chirurgie. Attention pour les 3B gastriques, bien sûr sur la parotomie exploratrice, pour l'œsophagien, la TDM, l'endoscopie bronchique, qui vont vous répondre à la question, est-ce qu'on doit enlever l'œsophage? Si oui, par quelle voie? Par stripping ou thoracotomie? Ceci est fait en fonction de l'atteinte bronchique. Quelles sont les complications tardives? Mon malade, ça y est, il a passé le cap, le premier cap difficile, mais tardivement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a 2 complications, les sténoses et le cancer de l'œsophage. Les sténoses œsophagiennes ou gastriques, je discute dilatation ou chirurgie, je vais vous donner quelques cas, et le cancer de l'œsophage, je vais le discuter sur l'avant-dernière plaque. Voilà des sténoses œsophagiennes, ça c'est des sténoses de transit baryté de l'œsophage. Ça veut dire quoi? Le patient va prendre un produit radio-opaque, de la baryte, ça va épouser les contours de la paroi, et quand il y a un rétrécissement, je le vois. Par exemple, là, ce que vous voyez, un rétrécissement qui est régulier, qui est axial, il est régulier. Voilà ce que ça veut dire irrégulier, ce que vous voyez là. Alors que là, c'est tout à fait régulier. C'est au milieu, c'est axial, c'est filiforme, ce n'est pas très lent. Là, la même chose, un rétrécissement. Là, un rétrécissement. Ça, c'est des cas que je pourrais facilement dilater par voie endoscopique. Là, c'est un rétrécissement qui est axial et régulier, mais qui est lent. Regardez par rapport aux vertèbres. 1, 2, 3, 4, 5 vertèbres. Donc, il fait au moins 10 cm. Là, je peux tenter la dilatation, mais avec un risque de perforation qui reste plus élevé par rapport à ce cas de figure. Là, j'ai un rétrécissement ici, un deuxième là et un troisième là. Et donc, c'est plus difficile à dilater par voie endoscopique, mais c'est faisable. Alors que là, attention, vous voyez que le rétrécissement est irrégulier, est tout à fait excentré là. Là, il y a un très haut risque de perforation. Là, il faut discuter sérieusement la prise en charge chirurgicale. Et donc, en cas de sténose courte, axiale, régulière, dilatation, et la chirurgie n'est discutée qu'en cas d'échec, en cas de sténose longue, irrégulière, excentrée, le risque de perforation est très élevé, de même que le risque hémorragique. Là, c'est la chirurgie. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une œsophagoplastie. Et on va voir ce qu'est l'œsophagoplastie. L'œsophagoplastie, je vais le voir développer plus tard. Sur le plan, en ce qui me concerne, en endoscopie, c'est la dilatation.
La dilatation, c'est quoi? À partir d'un endoscope, vous voyez que ça s'appelle des bougies de Savary. Ça, c'est des bougies stérilisables de calibre croissant, ce que vous voyez là, radio-opaque. Et là, c'est un fil métallique avec une extrémité flexible qui est souple. J'introduis ça à travers l'endoscope, ce fil guide passe, et puis j'introduis cette bougie à partir de ce fil guide pour suivre son trajet, et je vais dilater à des calibres croissants pour ouvrir ce qui permettra au patient de se nourrir correctement. Je peux avoir à faire plusieurs séances. Cet examen, idéalement, est fait sous scope, avec un double contrôle radiologique et endoscopique. Bien sûr, la fréquence et le nombre de séances, il est variable en fonction des cas. Si j'utilise du matériel à usage unique, je peux faire cette dilatation au ballon, par un ballon qui gonfle, et ce ballon, en gonflant ce ballon avec une pression, ça va dilater. C'est ce qu'on appelle la dilatation pneumatique. Et donc, bougie de Savary ou dilatation pneumatique, ça donne les mêmes résultats en pratique. Par exemple, ça, c'est un cas clinique, homme âgé de 34 ans, qui a ingéré un produit de caustique il y a 1 an, esprit de sel, atteinte sévère de l'œsophage et de l'estomac, avec une sténose du pylore, anastomose gastro-jéjunale et qui était en aphagie. Voilà, par exemple là, cette sténose, qui est longue de 50 mm et non pas 5 mm, c'est une sténose qu'on peut dilater. Avec l'échec de dilatation, on passe à la chirurgie. Je vais développer la plastie sur la plaque suivante. Pour l'estomac, la dilatation est plus rarement faite. C'est surtout la chirurgie. Voilà ce que ça donne. Une sténose, c'est blanchâtre, c'est la fibrose. Et ça, c'est l'estomac. Voilà ce qu'on appelle la plastie. Voilà. Si j'enlève l'œsophage, je dois assurer la continuité digestive. 2 situations. Soit l'estomac n'est pas malade, ou peu malade. On fait ce qu'on appelle une plastie gastrique. C'est-à-dire, le chirurgien va faire monter l'estomac et la boucher avec la partie haute de l'œsophage. Le patient va se nourrir et les aliments vont passer à travers l'estomac dans l'intestin grêle. C'est une plastie gastrique. Cette plastie gastrique, ça sous-entend que l'estomac est peu ou pas malade. Et si jamais l'estomac est malade et j'ai enlevé l'estomac, comme c'était le cas du malade qui a eu une nécrose de l'œsophage et de l'estomac, on fera une plastie colique, c'est-à-dire on va enlever un morceau de côlon, soit le côlon droit, soit le côlon gauche qui a un calibre plus réduit, soit pour certains plus rarement du côlon transverse. Vous savez que le côlon, il a un péristaltisme, comme l'œsophage. Et on va prendre ce côlon-là, on va aboucher le bout proximal avec la partie proximale de l'œsophage et le bout distal avec le bout distal. Et il va jouer rôle de néo-œsophage et le malade va se nourrir, je dis pas, bon, relativement, normalement, ça dépend de la qualité de la chirurgie. Pour les complications tardives, eh ben, il y a une étude dans la littérature. Vous voyez bien que cette étude a été très difficile à réaliser parce que le risque de cancer se voit 40 ans après l'ingestion de produits de contraste. Faire un suivi longitudinal d'une cohorte de patients sur 40 ans, ce n'est pas évident, vous êtes d'accord avec moi. On dit, dans cette étude, que le risque est multiplié par 1000, voire plus, par rapport à la population générale. On est obligé de croire puisque c'est la seule étude. Ce délai, c'est 40 ans après. Mais imaginez que le caustique a été ingéré à l'âge de 5 ans. 40 ans après, 45 ans, ça fait
un cancer de l'œsophage à un âge jeune. Et les facteurs qui favorisent ce cancer seraient les dilatations répétées qui entraînent des dilacérations, ce que vous voyez là. Vous savez que globalement, tout ce qui est inflammation chronique augmente le risque de cancer. Je n'ai pas d'algorithme pour la surveillance à vous proposer, puisqu'il n'y a pas de recommandation, vu la rareté, la relative rareté du cancer de l'œsophage sur ingestion, antécédent d'ingestion d'un produit caustique. J'en ai vu 2 durant ma petite carrière. Donc, en conclusion, ce que j'ai à dire, c'est que l'ingestion d'un produit caustique est une urgence médico-chirurgicale qui implique une prise en charge pluridisciplinaire. J'insiste sur la TDM avec injection de produits de contraste est très sensible pour le bilan lésionnel, notamment des cas graves ou en cas de suspicion de complications. L'endoscopie, elle est moins sensible que la TDM dans les formes graves, puisqu'elle ne permet pas de nous dire est-ce que cette nécrose atteint toute la paroi ou est-ce qu'elle est juste superficielle. Le pronostic est conditionné par l'importance des lésions initiales et je vais rajouter par la qualité de votre attitude dans l'urgence face à ce patient. Et je termine sur attention, ne jamais oublier, désolé d'insister et de réinsister parce que c'est souvent malheureusement oublié. Ne pas oublier le psychiatre en cas d'ingestion volontaire de produits caustiques. Je vous remercie et j'attends vos questions en attendant Dr Tedris parce que là,